s'était rencontrés à Biarritz au One to One. On ne se connaissait pas et j'avais adoré notre échange. Et c'est pour ça que j'ai souhaité te faire revenir aujourd'hui parce que tu rends simple ce qui est compliqué, ce qui est quand même bien. En tout cas, on espère que ce matin, ça a été simple pour tout le monde. L'intelligence artificielle, c'est une vraie évolution pour les marques. On l'a vu ce matin, illustré à de nombreuses reprises. Pour toi, de façon très simple, c'est quoi les enjeux réels que ça pose, notamment dans leur organisation marketing? Donc, on s'était en fait initialement trompé de ce qui va être le grand questionnement des marques. On s'était dit que les marques vont en gros revenir sur des discussions finalement économiques ou de typologie de taille d'équipe ou de structure d'équipe et comment créer un stack et une organisation humaine pour accommoder ce nouveau écosystème. Et on s'était dit que c'était ce genre de question qui serait la question stratégique primaire en 2025 avec les marques. Et ce n'était pas du tout le cas. Et en fait, aujourd'hui, la grande discussion que nous avons avec tous nos clients, qui prend en fait toute la place et qui va faire l'écho avec les autres interventions qu'on a eues ce matin, c'est la double question, qui est en fait une question avec une contradiction derrière, qui est comment est-ce que je reste découvrable dans un web où ma découvrabilité est aujourd'hui très, très, très axée, très liée à la recherche web, et donc en France, premièrement, à Google. Et demain, si c'est peut-être remis en question, si c'est peut-être, il y a des nouveaux paradigmes qui émergent, comment est-ce que j'assure que je reste découvrable? Et la deuxième question ensuite est, en fait, si je suis découvrable sur les LLM, si je suis découvrable sur un Gemini ou un ChatGPT, comment est-ce que j'évite de me faire totalement intermédier par ces plateformes à la suite? Et c'est ça la macro-discussion sur laquelle on a pu, je veux dire, discuter, avoir des échanges hyper intéressants cette année. Alors, on va revenir, c'était l'objet d'ailleurs de la première partie de cet événement de la matinée. Comment finalement aujourd'hui la marque, elle existe et est-ce qu'il y a, alors on a vu, il y a des chiffres, là, notamment donnés par Google sur l'augmentation des requêtes, puisque avant on faisait une requête, maintenant on en fait plusieurs, parce que le conversationnel génère plus de requêtes, donc c'est quelque chose de mathématique et mécanique. Il y a aussi le biais en France où la recherche Google n'est pas la même qu'ailleurs avec le AI Mode. On l'a vu aussi, donc il y a aussi ce biais lié au pays. Beaucoup d'experts estiment que les LLM vont simplement remplacer Google, en tout cas la recherche. Est-ce que c'est un mythe, ce changement d'utilisation, ou est-ce que c'est une réalité? C'est une lecture fausse du problème, je pense. Je pense que la vision que Google a articulée, qu'en fait, il n'y a pas une substitution en soi de Google, mais un genre de ajout de interaction, de découverte qui arrive, un ajout d'interactions qui, de leur côté, sont un peu plus diversifiées en termes de plateformes qui sont exploitées pour le faire, c'est pas nécessairement faux, mais le problème de fond, c'est l'enjeu ou l'intention de l'utilisateur. Avant, on a eu en fait un changement de paradigme avant, qui a totalement remplacé un vecteur d'utilisation du web. C'était l'annulaire du web, Yahoo, qui était une technologie adorée, une technologie superbe, la meilleure technologie qui existait à ce moment-là, qui s'est fait remplacer très rapidement par un Google, l'engin de recherche, qui était une technologie beaucoup meilleure, beaucoup plus puissante, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus séduisante, et qui a totalement adapté la manière que l'utilisateur découvre le web et arrive sur son site de destination. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas la même chose. Et en fait, je dirais, peu importe si c'est additif ou substitutif, parce que l'utilisateur n'est pas en train de remplacer la manière qu'il utilise pour arriver sur un site. Pour moi, l'utilisateur est en train de substituer le besoin d'arriver sur un site.
Et donc, on parle beaucoup plus d'une genre de substitution du web ouvert en soi, qui se fait en partie, et pas nécessairement d'une substitution d'un vecteur où, en fait, on pourrait se dire, ouais, avant, je faisais du SEO en termes de marque, et demain, je fais du GEO, et le GEO va être un équivalent assez proche du SEO pour m'amener du trafic. Et donc, pour la marque, la question se pose donc vraiment quel est mon enjeu sur le LLM, quel est mon enjeu sur le Géo, si ça n'est pas nécessairement le trafic. Le zéro clic dont on parlait, qui est en fait pas forcément une réalité, puisque finalement on continue d'aller sur le web. On a vu tout à l'heure l'exemple notamment de Verisure qui disait qu'ils avaient augmenté le nombre de pages pour exister là-dessus. Justement, l'utilisateur, est-ce qu'il va continuer à aller sur des sites web ou s'appuyer uniquement sur les réponses des chatbots des LLM? Je pense qu'il vaut le coup de réfléchir de cette question de la perspective pour moi, c'est un peu flou, en c'est fait, ça. là. Et ça vaut le coup de penser de la perspective de l'utilisateur. Donc l'utilisateur, pourquoi il a envie d'aller sur un site web ou pourquoi justement il n'aurait pas envie sur un site web. Déjà, on part d'une situation de base où l'utilisateur était forcé d'aller sur un site web. Je ne peux pas transactionner sur un site e-retail sans visiter ce site e-retail. Même sur Wikipédia à l'époque, puisque... Oui. Alors, c'est vrai que dans la recherche Google, on a maintenant Wikipédia qui est inspiré, mais avant, à l'époque, il fallait aller sur Wikipédia. D'ailleurs, leur trafic s'effondre. Il fallait, tout à fait, leur trafic s'effondre, en effet. Donc, déjà, dans certains cas, j'ai une situation où l'interface ou l'expérience d'un même contenu via l'LLM est la meilleure. Mais il y avait un moment transformateur pour moi qui a totalement changé la manière dont je réfléchis à ça. Et c'était le moment qu'on a, je pense, tous vécu collectivement, qu'on a vu les premiers démos du operator mode, donc de l'interaction site web agentique par les LLM. Et donc de voir un LLM, un ChatGPT, qui ouvre un site web dans une machine virtuelle et qui lentement va sur Walmart et clique sur un lien, et clique sur un autre lien, et clique sur un autre lien, et fait un checkout. Et c'était ultra séduisant. Et c'était ultra séduisant, pas seulement de la même manière que c'est cool de voir une vidéo Boston Dynamics avec des robots qui font des choses impressionnantes. C'était séduisant parce que j'ai vu ça, et je pense plein parmi vous ont vu ça, et se sont dit, ça va me épargner plein de douleurs dans la vie. Gemini qui appelle les magasins de musique pour voir si la guitare est dispo. Voilà, ça enlève une friction de ma vie, une friction qui était une vraie douleur. Et je pense que l'exemple appeler les magasins, c'est un exemple sexy parce que c'est une fonctionnalité, un use case totalement nouveau. Pour moi, ce qui est le plus primordial pour la marque, c'est le use case beaucoup plus banal, en fait, qui est la douleur et la frustration de l'utilisateur d'interagir avec le site web typique qui a été monté sur les derniers 10 à 15 ans. Un site web qui, en fait, est un fruit de bonnes décisions, parce qu'on doit clairement avoir de la récolte de données, donc on doit avoir notre petite bannière GDPR, on doit récolter des données CRM, donc on doit avoir un petit pop-over, enregistrer le newsletter. Pour les sites éditoriaux, bien sûr, il faut un modèle économique soutenable, donc il faut le paywall, ou bien pour les sites, un Substack ou un Medium, il faut faire le petit pop-up en surprise en milieu de l'article pour dire enregistrez-vous pour liser le reste de l'article. C'est que des bonnes décisions, et que des décisions rationnelles, et que des décisions nécessaires qui aboutissent dans une situation que si je suis sur une page de résultats Google, c'est un genre de roulette russe de quelle manière chaque site va m'agacer. Ils vont tous trouver une manière un peu différente, ils vont tous avoir raison de le faire, donc soit ce sera inondé de pubs et de pubs hyper interrompeuses, une pub d'ailleurs qui est contradictoire à une leçon que notre industrie avait appris en 2005. Internet Explorer avait perdu contre Firefox parce que Firefox bloquait le pop-up. Et collectivement, on se dit, le pop-up, c'est mort. Parce que clairement, l'utilisateur va toujours fuir la friction d'utilisabilité. Là, ces dernières années, il n'avait pas de chance de fuir la friction d'utilisabilité. Et maintenant arrive une nouvelle technologie qui lui donne justement une promesse de fuir cette frustration. Donc, est-ce vraiment surprenant qu'il exploite ça ?
Sur cette dégradation, d'ailleurs, tu disais en préparant cet entretien, il y a l'auteur Cory Doctorow qui parle d'enchitification. Tout à fait. C'est quoi? C'est la bordélisation. Et finalement, les LLM répondent à ça d'une certaine façon. Tout à fait. Et la enshitification, comme il l'appelle, c'est la dégradation perçue assez collectivement des plateformes web. C'était le mot de l'année de l'American Slang Society, je crois, l'an dernier. Elle se fait en fait dans deux variantes dans le web ouvert. Un, l'usabilité dégradée, et l'usabilité dégradée par des bons incentives, donc très difficile à révertir. Et de l'autre côté, l'autre aspect du web ouvert, c'est en fait que le web ouvert avait cette promesse de hétérogénéité totale, quand en fait aujourd'hui, si je suis dans le web anglophone, donc je ne connais pas très bien le web francophone, mais dans le web anglophone, et je fais un résultat de recherche sur Google ou sur Bing Search, peu importe, 80% des clics générés vont révertir à 20 entreprises. Il y a 20 entreprises qui consolident 80% du trafic SEO généré. Et il y a les 4 géants, il y a un YouTube, un Wikipédia justement, un Quora, un Reddit, bien sûr. Et ensuite, il y a 16 groupes éditoriaux qui, dans le web anglophone, prennent juste une grande partie du volume. Et ils ne sont pas tous de mauvaises intentions, il y a des groupes de très haute qualité. Mais clairement, si l'utilisateur substitue son web ouvert et sa recherche web par le LLM, il ne substitue pas 1 million de voix avec une voix pseudo-autoritaire, mais en fait, en réalité, l'utilisateur substitue un volume de voix assez limité. Et aujourd'hui, si vous tapez sur Google meilleur hôtel à Londres ou meilleure crème pour peau sèche, les résultats recherche ne seront pas d'une hétérogénéité extrême. Il y aura beaucoup de listicles, il y a des stratégies qu'on exécute très bien, des SEO qui sont gagnantes, il y a du advertorial, il y a des choses de qualité dedans, mais il y a aussi des contenus qui ne sont pas nécessairement très séduisants pour l'utilisateur. Donc, le LLM se présente là à une alternative à un web un peu homogène et assez chiant à interagir. Oui, parce qu'on a du mal à trouver. De toute façon, on n'a plus le temps. Tout à fait. On n'a plus le temps. J'ai une dernière question, parce qu'on est arrivé au bout. Finalement, notre sujet aujourd'hui, c'est comment les marques elles doivent réagir à cette dynamique, l'intermédiation des LLM, cette menace, la fragmentation aussi, parce qu'à l'époque, il y avait un moteur de recherche. Aujourd'hui, alors, il y a eu Yahoo, AltaVista, etc. à l'époque. Après, il y avait un moteur de recherche principal. Aujourd'hui, il y a plein d'acteurs, on le voit. Comment on doit réagir face à ça ? Je vais être bref, parce qu'on est arrivé à la fin du temps. Mais déjà, première chose, la marque doit réaliser que le LLM est juste une stratégie de coping de l'utilisateur. L'utilisateur est smart et utilise plein de stratégies pour circumnaviguer et éviter le web ouvert qui était source de frustration. Il y a les communautés fermées et semi-fermées, les Reddit, les Discord, qui sont un énorme apport de valeur. Et il y a plein de thématiques où aujourd'hui, les seules informations utiles dans le web sont exclusivement dans les communautés fermées. Et il n'y a plus de site web ouvert qui communique sur ces thématiques. Je dois accommoder la recherche sociale, qui pour plein de thématiques est une vraie source de référence pour le client et le nouveau vecteur de découverte. Et il faut bien sûr prévoir que certains utilisateurs évitent juste la friction en se posant sur les applications qu'ils ont déjà installées. J'ai installé mon appli Amazon et donc j'utilise mon appli Amazon et j'évite toute la friction, les pop-up, les pop-over, tout ce qui peut me faire mal. Et ensuite, quand j'accommode en fait tous les nouveaux axes de découverte dans un web qu'on nomme le web balkanisé, ensuite, la golden bullet, la stratégie clé qui est en fait au cœur de toutes nos stratégies géo, toutes nos stratégies contenu, toutes nos stratégies clients, c'est de devenir une bastion d'utilité. Le site utile est le site qui sera à la fois séduisant pour la machine, pour le LLM, et ça on avait déjà entendu avant, mais c'est aussi le site utile qui est séduisant pour l'humain. C'est le site qui a la donnée structurée que personne d'autre a. C'est le site qui a la liste d'ingrédients qui me permet de filtrer l'allergène qui est problématique pour moi. C'est le site qui a aménagé tous les habits pour me dire quelle robe a une poche, parce que ma copine n'achète pas de robe qui n'a pas de poche. Et c'est cette information structurée, cette donnée structurée qui à la fois est le golden bullet pour amener le LLM
et pour l'amener l'humain pour réellement revenir sur mon site. Eh ben merci à toi.